Mes chers collègues, je suis très heureux de vous retrouver après cette période estivale et je vous propose d'ouvrir cette séance. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur le Président, Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 147 jours. Votre premier bail à Matignon a duré 147 jours. Le record du gouvernement le plus bref sous la Ve République. En dessous même de la durée moyenne des gouvernements sous la Quatrième. Vous détenez aussi le record, Monsieur le Premier ministre, du Premier ministre le plus impopulaire après 5 mois passés à Matignon. S'y ajoutent les records de votre bilan, le record du nombre de chômeurs, le record des impôts qui écrasent les Français, le record de l'incapacité à réduire nos déficits. Monsieur le Premier ministre, un Premier ministre sous la Ve République a besoin de 2 choses pour gouverner: d'une majorité parlementaire solide et de la force de la légitimité politique du Président de la République. Vous n'avez ni l'une ni l'autre. Votre majorité a éclaté sous les coups de butoir des Verts, des frondeurs du PS et maintenant de Madame Aubry. Le Président de la République est devenu transparent aux yeux des Français. Son image est atteinte, profondément atteinte. Vous n'avez plus de majorité et votre légitimité politique se vide. On comprend que vous soyez crispé, comme dirait Madame Aubry, et qu'à ce rythme, le Président de la République et vous-même ne tiendrez pas 2 ans et demi. D'ailleurs, en prophétisant les résultats électoraux comme vous l'avez fait en Italie ce week-end, c'est votre propre chute que vous avez anticipée. Je vous poserai donc 2 questions. Avez-vous une majorité pour faire voter votre budget 2015 et l'affaiblissement du Président de la République vous permet-il de continuer à gouverner? Merci Monsieur Jacob. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Président Jacob, moi je ne vais pas chercher la polémique et encore moins à faire du commentaire en allant chercher je ne sais quelle citation. Nous sommes dans un moment particulièrement grave et personne ne peut le nier. Laurent Fabius y reviendra dans un instant. Nous vivons une situation internationale grave, que cela soit en Ukraine ou en Irak, et la France et le Président de la République, le chef de sa diplomatie, assument leur rôle de puissance mondiale, de membre du Conseil de sécurité, et c'est la fierté de la France de pouvoir, dans ces moments particuliers que traverse le monde, que d'assumer pleinement ses responsabilités. Moment grave parce qu'il y a évidemment un risque terroriste que chacun connaît bien. Et le ministre de l'Intérieur présentera dans quelques jours un projet de loi qui vise à renforcer encore les moyens pour lutter contre cette menace qui est, et vous le savez, une réalité. Moment grave, parce que nous avons la situation en Europe et notamment avec les chiffres de cet été qui concernent évidemment notre pays, avec une croissance et une inflation qui posent un vrai problème par rapport aux perspectives de croissance. Michel Sapin, là aussi, aura l'occasion d'y revenir. Cela nous oblige à dire tout simplement quelles sont les perspectives et de croissance et de déficit, à adapter notre politique, mais à mettre en œuvre ce que j'ai eu l'occasion d'annoncer au moment du discours de politique générale au mois d'avril, c'est-à-dire la nécessité de faire des économies, 50 milliards, et c'est ce chiffre que nous devons tenir. C'est bien évidemment la nécessité de mettre en œuvre des réformes, c'est de mettre en œuvre le pacte de responsabilité et de solidarité pour ce qui concerne les entreprises, mais également les ménages, et c'est de faire en sorte que tous les moyens soient mis au service de la croissance et de l'emploi. Situation difficile et grave, Monsieur le Président Jacob, et je n'échappe pas aux responsabilités qui sont les miennes et qui sont celles de la majorité. Et c'est pour cela que, dans une semaine, ici même, je poserai la question de confiance, j'engagerai la responsabilité du gouvernement. Et Monsieur Jacob, il y aura une réponse qui va être celle de la majorité, je n'en doute pas un seul instant, parce qu'il y a une majorité pour soutenir le gouvernement. Enfin, je veux terminer par rapport à la remarque que vous venez de faire. Dans ce moment particulièrement grave, dû à la situation internationale, aux perspectives européennes et le scrutin européen
de juin dernier, de mai dernier, est passé par là. Comment chacun d'entre nous, et moi le premier, bien évidemment, doit se comporter avec sens de l'État, avec sens des responsabilités, avec sens de la gravité. Parce que chacun d'entre nous, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cet hémicycle, a une responsabilité particulière. Et dans ce moment-là, et je le dis très sereinement à l'opposition, je ne pense pas que ce soit le moment, et je ne sais pas si d'ailleurs il existe un moment, que de mettre en cause la légitimité du président de la République élu par les Français pour 5 ans. Je ne pense pas que ce soit le moment, Monsieur Jacob, de mettre en cause les institutions. En venir à proposer soit la dissolution, soit la démission, c'est de ne pas assumer ses responsabilités et de gaullistes et de ceux qui ont gouverné et qui aspirent à gouverner. Dans ce moment-là, face aux Français, Monsieur Jacob, il faut se comporter avec responsabilité, sens de l'État. C'est comme ça que je me comporterai et je continuerai à gouverner fort de la légitimité que me donne à la fois le président de la République et la majorité à l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Dominique Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances et des Comptes publics. Depuis 2012, sous l'impulsion du Président de la République, le gouvernement et notre majorité parlementaire ont engagé le redressement du pays. Redressement sur le plan budgétaire tout d'abord, après les dérives des 2 précédents quinquennats, traduites par le doublement de la dette, 900 milliards d'euros, excusez du peu en disant, nous avons réduit de moitié le déficit structurel. Un déficit structurel qui n'avait cessé d'augmenter depuis 2006. Nous avons divisé par 3 le rythme d'évolution de la dépense publique. Sur le plan économique, ensuite, après la dégradation historique des marges des entreprises constatée entre 2007 et 2012 et la perte de compétitivité durable de nos entreprises, nous avons mis en place le crédit impôt compétitivité emploi, renforcé les programmes d'investissement d'avenir, mis en place 34 plans de filières industrielles, soutenu les filières rénovantes, créé la Banque publique d'investissement. Nous avons cassé la spirale infernale de la dégradation de la compétitivité française et mis fin au recul constant de la France dans les classements internationaux. Dans le même temps, nos priorités, le système éducatif, notre modèle social ont été maintenus. La réduction d'impôts qui intervient pour les ménages modestes, la revalorisation du RSA, l'arrivée de 22 000 professeurs stagiaires en témoignent. Pour autant, la situation économique reste fragile. La situation internationale a changé. Crise majeure qui pèse sur l'économie mondiale, panne de croissance dans la zone euro, désinflation qui comprime l'économie européenne. Nous devons nous adapter à ces circonstances, non pas pour changer de cap et changer les objectifs fixés depuis 2 ans, la croissance, l'emploi, la baisse des impôts, le pacte de responsabilité de croissance et le sérieux budgétaire, mais nous devons faire tout pour les atteindre en faisant les efforts nécessaires. Nous devons aussi réorienter les politiques européennes vers plus de croissance, plus d'investissement, avec une meilleure coordination des politiques budgétaires et un euro moins fort. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement, avec ces nouvelles données macroéconomiques, entend prendre en compte dans sa stratégie de retour de la croissance et de l'emploi? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lefebvre. Vous l'avez dit dans votre question, l'Europe, la France, traverse en ce moment une phase économique délicate. D'une part, une croissance beaucoup plus faible que celle qui avait été prévue par tous les observateurs, pas par le gouvernement français, mais par tous les observateurs internationaux, et d'autre part, une inflation qui pourrait paraître une bonne nouvelle, mais qui est en fait, à ce niveau-là, une mauvaise nouvelle qui est extrêmement faible. Comment allons-nous traverser cette période délicate européenne et française? D'abord, en prenant nos responsabilités de Français, de gouvernement français. Et nos responsabilités, c'est de mettre en place le plan que vous avez voté, que vous avez majoritairement voté en faveur des entreprises pour leur permettre de retrouver ces fameuses marges. Les marges, c'est quoi? C'est ce qui permet à une entreprise de prendre des initiatives. C'est ce qui permet à une entreprise de se battre. Ces marges que vous avez fait chuter pendant plusieurs années et qui ont donc fait chuter et l'emploi, et la production, et la compétitivité de nos entreprises. La deuxième responsabilité qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que ce que nous avons dit aux ménages, nous le fassions. Et nous avons dit aux ménages, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts dans les années à venir. Il n'y aura donc pas d'augmentation dans les impôts à venir. Au contraire, il y aura une diminution des impôts pour les ménages les plus modestes. Nous l'avons dit, nous le faisons et nous le ferons. Enfin, il faut que prenne ses responsabilités l'Europe.
car, je l'ai dit, c'est une situation européenne, c'est aussi à l'ensemble de l'Europe, à nous-mêmes dans l'Europe de réagir, et il faut donc réorienter, adapter la politique européenne à cette situation. Il faut une politique monétaire meilleure, elle est lancée, elle a des effets. Il y a une diminution du niveau de l'euro par rapport au dollar qui est une bonne chose pour nos entreprises. Il faut aussi adapter le rythme de réduction de nos déficits. C'est ce que nous allons faire en dialogue avec l'Europe pour la réussite de la France. Merci. La parole est à Monsieur François Rochebloine. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce matin, le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance à 0,4% cette année contre 1% prévu initialement. De la même façon, à la fin 2014, les déficits publics seront malheureusement bien supérieurs à ceux de 2013. Alors que pendant 2 ans, les ménages et les entreprises ont subi un matraquage fiscal sans précédent, ces derniers chiffres vous mettent au pied du mur. Comment dire aux Français que tous leurs efforts ont été malheureusement inutiles? Le pacte de responsabilité vendu comme le retour de la compétitivité et donc de la croissance ne sera mis en place qu'en janvier 2015. Les entreprises ne peuvent plus continuer d'attendre, il y a urgence. Un seul exemple, celui des entreprises des travaux publics et leurs 400 000 salariés. En effet, face à une commande publique sans cesse en baisse, leur situation se dégrade de jour en jour. L'annonce d'une réduction pour les collectivités à hauteur de 11 milliards d'euros des dotations de l'État aggrave leurs inquiétudes. Près de 60 000 emplois sont en danger. Plus d'embauches, plus de remplacements pour les départs en retraite, plus d'apprentis, c'est autant de mauvais signaux pour notre économie. Monsieur le Premier ministre, il est désormais temps d'agir, que dis-je, de réagir. Aujourd'hui, l'absence de cap et de visibilité sur les grands projets d'infrastructure participe aux destructions massives d'emplois sur tout notre territoire. Le chômage n'est pas une fatalité si nous nous donnons les moyens d'agir pour nos entreprises en menant une politique volontariste, faite de choix économiques réalistes, durables et soutenables. 1000 chômeurs supplémentaires par jour est une situation insoutenable, intolérable. Il faut, Monsieur le Premier ministre, enfin passer aux actes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Rochebloine, merci pour cette question qui s'intéresse à ce qui fait le quotidien des Français, ce qui fait le quotidien de la vie économique de nos territoires. Vous avez particulièrement interrogé sur la situation dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des travaux publics. On pourrait poser la question plus largement. Mais je voudrais d'abord répondre à une partie de votre question au début. Vous nous avez dit à quoi ont pu servir un certain nombre d'efforts. Ils ont été inutiles. Non, Monsieur Rochebloine. Vous ne pouvez pas dire ça. Enfin, si, vous pouvez le dire, mais dans un débat qui est d'ordre un peu trop politicien. Vous savez très bien que le déficit, et je ne fais le procès à personne, tel qu'il était lorsque nous sommes arrivés, était beaucoup plus élevé. Et que les efforts, en particulier des Français, y compris par les augmentations d'impôts que vous aviez décidées, comme par les augmentations que nous avons décidées, cela a permis de diminuer fortement le déficit de la France et en particulier ce qu'on appelle le déficit structurel, ce qui est le plus important, ce qui correspond à la capacité de la France à faire face à l'avenir. Les efforts des Français ont servi, ils ont servi au redressement, même si ce redressement n'est pas terminé, qu'il faut continuer. Mais Monsieur Rochebloine, oui, il y a un cap. Je l'ai décrit en répondant à la question précédente. Il y a un cap. Il faut 40 milliards pour les entreprises. C'est commencé dès cette année. Le CICE, il a été touché par les entreprises. Ça leur permet d'investir, ça leur permet d'embaucher. Le cap des 50 milliards d'économies. Nous ne financerons plus rien, ni la diminution des déficits, ni le plan en faveur des entreprises par des augmentations d'impôts, mais uniquement par des économies. 50 milliards, dont 21 milliards l'année prochaine, c'est le cap, nous le maintenons. Plus des réformes de structure qui sont absolument indispensables et nous comptons sur votre concours pour aider à mettre en œuvre ces réformes de structure. Vous le voyez, les efforts ont été utiles, le cap est là, mais tout n'est pas encore acquis. Évidemment, la situation est difficile, l'effort doit continuer, mais c'est cet effort qui nous permettra de nous redresser tous ensemble. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Laurence Abeille. Oui, merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Le 4 septembre dernier, l'Europe a condamné une nouvelle fois la France pour la faiblesse de son action contre les nitrates qui polluent les eaux et entraînent une prolifération d'algues vertes sur nos côtes.
Les nitrates représentent en effet la principale source de pollution des nappes phréatiques et donc de l'eau que nous buvons. 70% du territoire français est désormais concerné par cette pollution et en 15 ans, plus de 2000 points de captage d'eau potable ont dû être fermés car l'eau était devenue impropre à la consommation. La qualité de l'eau que nous buvons est pourtant une préoccupation forte de nos concitoyens. Nous connaissons la cause de cette pollution. Environ 70% des nitrates proviennent de l'épandage des lisiers et de l'utilisation massive d'engrais azotés par les agriculteurs. C'est notre modèle agricole productiviste qui est mis en cause dans cette condamnation européenne, comme le rappellent également les opposants au projet de barrage de Sivens dans le Tarn. Mais au lieu de régler ce problème, le Premier ministre a annoncé vouloir modifier la directive nitrate. La France fait pourtant figure d'exception sur ce sujet en Europe. Changer les règles pour faire croire que le problème a été résolu, c'est tromper les citoyens et c'est faire preuve d'un réel manque de courage politique face au lobby de l'agriculture productiviste. Il faut appliquer strictement le principe pollueur-payeur, car des solutions agroécologiques concrètes existent pour éviter cet empoisonnement des eaux. C'est un signal désastreux pour les agriculteurs de plus en plus nombreux qui engagent la transition vers une agriculture durable. Je rappelle que chaque année, les Français payent plus d'1 milliard d'euros pour dépolluer l'eau. Depuis des années, la France sous-estime ce problème. Ma question est simple, Madame la Ministre. Vous avez fait part de votre volonté d'agir sur ce sujet. Que comptez-vous faire pour respecter nos objectifs européens en matière de bonne qualité des eaux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué plusieurs sujets et éléments dans votre question. La première, c'est que la France serait une exception sur cette question d'application de la directive nitrate. Je vous rappelle que l'Allemagne, aujourd'hui, qui est en zone vulnérable sur l'ensemble du territoire de l'Allemagne, est aussi en contentieux avec l'Europe. Deuxièmement, nous allons répondre à cette décision de la Cour de justice et faire en sorte qu'on limite les pollutions liées en particulier aux nitrates. Mais vous ne pouvez pas dire, comme vous avez laissé entendre, qu'aujourd'hui la situation serait en train de s'aggraver alors qu'elle est en train de s'améliorer. Chacun doit être comptable de ce qu'il dit. Et cette amélioration est à prendre et à poursuivre. C'est bien l'objectif que nous suivons et que nous allons suivre avec le vote en particulier de la loi d'avenir. Je voudrais ajouter deux points très importants sur ce qu'a dit le Premier ministre. Renégocier la directive nitrate, c'est prendre deux sujets importants. Le premier, c'est faire en sorte qu'on fasse respecter les règles qui sont celles à l'échelle européenne, mais en innovant aussi sur les solutions qu'on doit proposer aux agriculteurs pour éviter de les pénaliser, en particulier sur les investissements en termes de stockage pour les lisiers. Et le deuxième point, et là je le dis avec un travail qui est engagé, à la fois scientifique sur la question de l'eutrophisation des grands bassins et des grandes baies maritimes, et sur la question posée par l'azote en agriculture, dans le projet de l'agroécologie, Madame la députée, il faut que vous sachiez une chose. Plus on développera la matière organique des sols, plus on développera les micro-organismes des sols, plus on aura besoin d'azote pour les sols. Et ce qui a été décidé il y a 30 ans dans la directive nitrate, avec l'azote et sa limitation, si on va dans le projet d'agroécologie, nécessitera, ça a été dit par le Premier ministre, d'être renégocié à l'échelle européenne. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Luc Châtel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en avril dernier, vous nous présentiez un gouvernement de combat. Je vous cite, vous nous disiez que la première attente des Français, c'était l'efficacité. Je dois dire que le jugement de notre collègue Christian Paul est sans doute le plus pertinent et le plus juste. Votre gouvernement est aujourd'hui dans une impasse économique et politique. Les Français sont en colère, Monsieur le Premier ministre. Ils sont en colère parce qu'ils ont été trompés. Ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas de réponse à leurs propres problèmes. Ils doutent, ils s'interrogent, ils n'ont pas confiance parce que partout le flou prédomine. Et, comme aurait dit la grand-mère de Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, Monsieur le Premier ministre, précisez les choses. Sur les 35 heures, allez-vous les assouplir comme vous l'avez suggéré à plusieurs reprises ou considérez-vous, comme Monsieur Désir, votre ministre,
que c'est un totem inattaquable? Monsieur le Premier ministre, allez-vous autoriser tous les maires socialistes qui le demanderaient à encadrer leur loyer alors que vous êtes opposé à cette mesure? Monsieur le Premier ministre, allez-vous augmenter la TVA alors que vous avez supprimé la TVA sociale en arrivant? Monsieur le Premier ministre, allez-vous renforcer les contrôles sur les chômeurs, comme votre ministre des Affaires sociales le suggère très justement, ou pensez-vous, comme M. Mandon ou M. Cambadélis, que ça n'est pas pertinent? Monsieur le Premier ministre, allez-vous assouplir les seuils sociaux des entreprises, comme vous l'avez dit devant le MEDEF, ou laisserez-vous le mouvement des jeunes socialistes ou le premier secrétaire s'y opposer sous prétexte que c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy? Alors, Monsieur le Premier ministre, les Français attendent vos réponses. Arnaud Montebourg disait la semaine dernière qu'il ne pouvait plus continuer à jouer la comédie. Je vous pose une question. Quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous cesser cette comédie? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Châtel, nous ne jouons pas la comédie ici. Et je ne reviendrai pas sur la gravité que j'ai décrite il y a un instant. J'ai reçu la confiance du Parlement il y a quelques mois, l'occasion du discours de politique générale. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire ces derniers jours qu'il n'y aurait ni virage, ni tournant, ni zigzag. Ce dont le pays a besoin, et là nous pouvons nous retrouver, c'est de la stabilité, c'est de la lisibilité, notamment pour les entreprises, pour les années qui viennent, pour qu'elles puissent investir, parce que nous savons que c'est un élément essentiel. Il suffit de regarder d'ailleurs les chiffres de la production industrielle depuis plus de 10 ans pour voir que depuis effectivement plus de 10 ans, nous perdons des emplois et de la compétitivité dans ce secteur et dans bien d'autres. Donc tout l'effort, avec le pacte de responsabilité et de solidarité, tout l'effort doit être mis au service de la croissance et de l'emploi. Dans un contexte qui est difficile, pas seulement sur le plan politique, pas seulement sur le plan international et diplomatique, mais qui est difficile sur le plan économique, je l'ai rappelé là aussi il y a un instant, parce que nous savons les difficultés qu'éprouve la zone euro. Et nous savons aussi, et Michel Sapin le soulignait, qu'il faut une réponse également au niveau européen. Nous devons assumer nos responsabilités et nous les assumons. Et le pacte de responsabilité que j'ai présenté a été voté pour sa première partie ici même au cours du mois de juillet, parce que c'est indispensable pour notre économie. Nous devrons faire un certain nombre de réformes structurelles, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais il appartient aussi à l'Europe de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que nous faisons le choix, et nous continuerons à faire le choix, du sérieux budgétaire, mais du refus de l'austérité. C'est pourquoi nous faisons le choix, Monsieur Châtel, d'avoir des priorités. Et ces priorités, elles sont soutenues par la majorité, et vous les connaissez. C'est l'éducation nationale, c'est l'école que vous nous avez laissée, vous notamment, dans un état pitoyable. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer des dizaines de milliers d'emplois. C'est pourquoi nous faisons le choix de créer des emplois de policiers et de gendarmes, parce que pour nous, la sécurité des Français est une priorité. C'est pourquoi nous faisons le choix de continuer de soutenir la justice, parce que nous avons besoin, comme l'a souligné la garde des Sceaux ce matin au Conseil des ministres, d'une justice du XXIe siècle, proche des citoyens. Oui, nous avons des priorités, oui, il y a une lisibilité, oui, il y a un cap, mais pour que ce cap soit clair pour les Français, il faut que la majorité se rassemble, il faut que la majorité soit unie autour du président de la République et du gouvernement, parce que c'est un élément essentiel de la confiance. Pourquoi? Parce que M. Châtel, à part commenter telle ou telle phrase de tel ou tel responsable du Parti socialiste, vous n'avez rien à proposer. Ou plutôt, si vous avez à proposer un plan qui ressemblerait à celui que Mme Thatcher imposait à la Grande-Bretagne. J'aimerais, M. Châtel, que vous disiez à la représentation parlementaire et aux Français, alors que nous connaissons les difficultés, ce qu'est faire 50 milliards d'économies sur 3 ans, vous me disiez, M. Châtel, où allez-vous faire ces économies? Combien de policiers allez-vous supprimer? Combien de gendarmes allez-vous supprimer? Combien d'enseignants allez-vous supprimer? Combien d'infirmières allez-vous supprimer? Oui, il faut que les collectivités territoriales fassent des efforts. Bien sûr, nous devons préserver en revanche leur investissement, mais avec vos 120 ou 150 milliards, qu'est-ce que vous allez offrir aux collectivités territoriales? Moins, comme vous l'avez fait quand vous étiez au pouvoir. Alors, nous menons une politique
qui refuse l'austérité, qui est celle du sérieux budgétaire, qui est celle de l'effort des Français, qui est celle de la croissance et de la compétitivité dans une situation difficile et grave. Et moi, Monsieur Châtel, je veux le dire, je tiendrai bon, pas pour moi-même, pas seulement pour la majorité, mais parce que c'est essentiel que nous tenions bon pour la France et pour les Français, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Yves Durand. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, au nom des députés socialistes, et j'en suis sûr, de tous ceux qui aiment l'école, je voudrais vous dire notre fierté de vous voir à la tête de ce grand ministère. Madame la ministre, vous pouvez compter sur notre plein soutien face aux attaques aussi stupides qu'indécentes auxquelles certains se sont livrés et qui discréditent leurs auteurs. Les tentatives de certains et les fausses rumeurs véhiculées par une minorité d'extrémistes irresponsables n'y ont rien fait. La rentrée scolaire s'est déroulée dans la sérénité. Grâce à l'implication de l'ensemble des personnels et avec le soutien des parents d'élèves, mais aussi grâce au recrutement de nouveaux enseignants supplémentaires à nouveau formés. L'éducation est une priorité réaffirmée du président de la République et du gouvernement. Vous venez de le rappeler, Monsieur le Premier ministre, dans votre réponse à la précédente question. Après 10 ans de suppression de postes, elle bénéficie d'efforts budgétaires considérables malgré les difficultés économiques. Mais nous savons que les moyens seuls ne suffisent pas. C'est pourquoi l'ambition de toute la gauche de refonder l'école s'est inscrite dans une grande loi votée par notre Assemblée. Alors, Madame la Ministre, quelles actions comptez-vous mettre en place rapidement pour que cette ambition d'une école de la réussite pour tous les élèves devienne une réalité? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Yves Durand, oui, cette rentrée scolaire 2014 s'est bien passée. Pas seulement grâce à tous ceux qui ont rendu la généralisation des nouveaux rythmes scolaires possibles, et j'en profite pour les remercier, les équipes éducatives, les élus locaux, les parents d'élèves. On sait ce qu'il en coûte de s'adapter à un nouveau système, mais c'est dans l'intérêt des enfants et de leurs apprentissages. Oui, cette rentrée s'est bien passée. Elle s'est bien passée parce qu'elle est en réalité le résultat de choix budgétaires assumés de ce gouvernement. Oui, nous avons décidé de créer 60 000 nouveaux postes dans l'éducation. Eh bien, vous les voyez arriver en cette rentrée scolaire. 4 500 nouveaux enseignants aux côtés des élèves donc mieux encadrés, par des enseignants enfin formés, 22 000 professeurs stagiaires qui se déploient en alternance entre leur formation et les salles de classe. Oui, nous faisons en sorte, en cette rentrée scolaire, de nous adapter aux difficultés objectives que connaissent un certain nombre d'élèves, ceux qui sont en éducation prioritaire, par exemple, à qui nous permettons d'être scolarisés avant l'âge de 3 ans, d'avoir plus de maîtres que de classe, d'être tutorés quand ils sont au collège, mais nous adapter aussi aux difficultés des élèves en situation de handicap. 350 nouveaux AVS qui arrivent pour les IED, 30 unités pour les enfants autistes qui sont créés dans chaque académie. Monsieur le député, nous pouvons nous satisfaire et nous réjouir de ce que l'éducation nationale soit redevenue une priorité. Rien n'est fini, le travail continue. Cette année, c'est l'année de la réforme des programmes, de la réforme du socle, de la réforme de l'évaluation, de la réforme du collège. Sur tous ces sujets, mesdames et messieurs les députés, je profite de mon propos pour vous inviter au débat. Certes, le débat est toujours utile sur un bien commun aussi précieux que l'école, mais pas à la polémique. Préservons l'école. Je vous remercie d'avance. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Qui a dit j'inverserai la courbe du chômage? Le déficit public sera réduit à 3%. Ma présidence sera celle de l'intégrité des élus. Vous l'avez tous reconnu. Il s'agit du président de la République lui-même, qui dit et ne fait pas. Vous êtes chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Alors je ne vous dirai pas merci.
pour cette rentrée parlementaire à haut risque, certes, pour votre majorité, mais surtout pour notre pays et pour les Français. Le chômage continue d'augmenter, le pouvoir d'achat est en berne, les déficits s'envolent. Et puis, il y a cette incroyable révélation. Un membre de votre gouvernement, en délicatesse avec le fisc, qui rejoint la liste noire des ministres qui se croient au-dessus des lois et s'autorisent des leçons de morale sur la fraude fiscale. S'il vous plaît, mes chers collègues, on se tait, on écoutera choque. la réponse. Allez. Cette affaire choque, Monsieur le Premier ministre. Elle sidère les citoyens honnêtes et les élus intègres, heureusement les plus nombreux de part et d'autre de cet hémicycle. Elle conforte les Français dans cette idée qu'entre vos discours et vos actes, il y a un immense décalage. Ce décalage qui, lui aussi, rapproche l'extrême droite des portes du pouvoir. Alors, inutile de vous dire que le groupe UMP s'impatiente d'entendre votre discours de politique générale, car des annonces, il y en a eu. Mais au-delà des déclarations d'amour, la représentation nationale attendra de savoir comment vous allez les traduire concrètement dans les textes, dans les faits et surtout dans les budgets de l'État et de la sécurité sociale. C'est ma première question, à laquelle j'en ajoute une autre puisqu'elle est tristement d'actualité. Votre ministre du Budget va-t-il, comme le lui demande notre président de groupe, saisir la commission des infractions fiscales sur les agissements de votre ex et éphémère secrétaire d'État au commerce extérieur? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Madame la députée, je réponds bien volontiers à votre question et je comprends que vous la posiez. Le comportement de Thomas Thévenoud, les faits qui lui sont reprochés, son attitude, sa désinvolture ont fait mal à la République, à la France et aussi à la gauche. Dans cette période que je décrivais si particulière, et notamment de crise de confiance, et qui doit, très honnêtement, tous nous interpeller, alors qu'une immense majorité de nos concitoyens vivent dans la difficulté ou craignent pour l'avenir, beaucoup ont du mal à payer leurs impôts, alors qu'une immense majorité de nos concitoyens, et nous le savons, et je le dis avec gravité, considèrent, à tort bien sûr, que la plupart des responsables politiques de ce pays sont corrompus. Une telle attitude est désarmante et révoltante. Elle est impardonnable. C'est ce que chacun d'entre nous pense, et notamment ceux qui le connaissaient. Quand on est parlementaire et quand on est appelé au gouvernement de la France, ce grand pays, on doit être irréprochable, responsable et à la hauteur de la mission que le président de la République et le chef du gouvernement vous confient. Il faut donc être exemplaire et respecter les lois et les règles. Dès que j'ai été informé de sa situation, après sa nomination, parce que c'est ainsi, et vous le savez, le président Barthelone ce matin a rappelé le processus dans des termes, je crois, très clairs et que chacun connaît ici. Et après les vérifications nécessaires, y compris en lien avec la haute autorité, à qui je veux rendre hommage, parce qu'elle agit en impartialité et sans la loi votée en 2013 par la majorité, ceci n'aurait pas été possible, je me permets de le rappeler. Après ces éléments, je lui ai demandé d'abord, nous lui avons demandé de rembourser et deuxièmement, je lui ai signifié, avec l'accord évidemment du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, de quitter le gouvernement car il ne pouvait pas en être autrement. J'ai pris mes responsabilités comme chef du gouvernement. Sa famille politique, son groupe politique ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, il y a toute une série de procédures. Il faut les respecter, à la fois parce que chacun a le droit de se défendre et de s'expliquer, mais il faut que ces procédures aillent jusqu'au bout. Mais je vais vous dire aussi franchement ce que je pense. Je ne comprends pas aujourd'hui, même si aucun d'entre nous n'a de pouvoir sur lui, je ne comprends pas qu'en responsabilité et qu'en conscience,
il reste aujourd'hui membre de cette Assemblée nationale. S'il en appelle, comme il le dit, aux citoyens de sa circonscription, alors il a une occasion de le faire. Et je veux dire aussi quelque chose de très clair ici devant vous, puisque dans une semaine, il y aura un vote de confiance, même si, encore une fois, aucun d'entre nous n'a le pouvoir de l'empêcher de venir et de voter, sinon par la persuasion. Je considérais que son vote, s'il est positif, ne peut pas être comptabilisé dans le vote de confiance que je demanderai. Enfin, pour terminer, sur ce type de sujet, Madame la députée, sur ce type de sujet, s'il vous plaît, je veux aller jusqu'au bout, sur ce type de sujet, chacun, encore une fois, doit prendre conscience de la gravité de la situation et de la crise de confiance. Personne ne peut se donner des leçons. Et ce qui a fait très mal en plus pour ce qui concerne Thomas Thévenoud, c'est les propos qui ont été rappelés ensuite, pas seulement par vous-même, mais par les médias, après son départ du gouvernement, puisqu'il avait été en pointe dans la lutte, à juste titre, contre la fraude fiscale. Cela veut bien dire que nous avons tous une responsabilité, celle du comportement exemplaire, d'être à la hauteur des responsabilités et dans le débat public et dans le débat entre nous, de faire attention parce que les Français nous regardent. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Elisabeth Guigou. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cet été, à nos portes, au sud et à l'est de l'Europe, les guerres se sont multipliées et intensifiées. La Libye sombre dans le chaos. Les milices imposent leurs lois, 2 assemblées et 2 gouvernements se disputent la légitimité. Le sud libyen est devenu une base arrière pour les terroristes du Sahel. En Irak et en Syrie, le prétendu État islamique cherche à étendre son califat barbare à l'ensemble des pays de la région. Les atrocités commises sur les chrétiens et les yézidis sont abominables de cruauté. D'autres minorités sont menacées. Des centaines de jeunes Français sont enrôlés par la propagande djihadiste. Cette situation, comme la prolifération des groupes terroristes au Sahel, met directement en péril notre sécurité. La diplomatie française cet été a su réagir vite et fort. Début août, Monsieur le ministre, vous avez été le premier à vous rendre à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, pour y acheminer notre aide humanitaire d'urgence. Quelques jours plus tard, vous avez provoqué une réunion de l'Union européenne qui a approuvé l'envoi d'armes aux combattants kurdes d'Irak. L'Allemagne, et c'est la première fois, a décidé de procéder à des livraisons d'armes à destination de ces mêmes combattants. Humanitaire et militaire, l'action de la France a également été politique. Notre pays a plaidé pour la formation d'un gouvernement incluant toutes les composantes de la société irakienne et soutenu le nouveau Premier ministre qui a annoncé hier la formation de son gouvernement. Le président de la République, qui sera en Irak vendredi, a pris l'initiative de convoquer lundi une conférence internationale. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le ministre, ce que vous attendez de cette conférence? Quels résultats sur le plan humanitaire et militaire? Quelle stratégie diplomatique et politique peut-elle initier pour qu'à cette menace globale soit apportée une réponse globale? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Madame la Présidente Elisabeth Guigou, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez cité toute une série de conflits internationaux qui se sont produits récemment et qui composent ce que j'ai appelé l'été de toutes les crises. Et vous avez insisté à juste raison sur l'une d'entre elles, peut-être la plus grave, qui se passe actuellement en Irak. Vous avez parlé du prétendu État islamique. Je veux revenir un instant et un instant seulement sur cette expression. Le groupe terroriste dont il s'agit n'est pas un État. Il voudrait l'être, il ne l'est pas, et c'est lui faire un cadeau que de l'appeler État. De la même façon, je recommande de ne pas utiliser l'expression État islamique car cela occasionne une confusion islam, islamisme, musulman. Il s'agit, mesdames et messieurs, de ce que les Arabes appellent Daesh et ce que j'appellerai pour ma part les égorgeurs de Daesh. Car ces gens n'ont qu'une idée, violer, crucifier,
assassinés. Et nous devons tous nous mobiliser pour les faire reculer, les neutraliser et nous débarrasser de cela. La France, comme c'est sa mission, s'est mobilisée sur le plan humanitaire, vous l'avez rappelé. Elle s'est mobilisée sur le plan politique. Vendredi, le président de la République, moi-même, nous serons sur place pour nous entretenir avec les nouvelles autorités irakiennes que nous soutenons. Et puis sur le plan sécuritaire, bien sûr. Et nous pensons que cette conférence internationale, qui doit avoir lieu lundi prochain, peut être extrêmement utile en ce sens. Je veux terminer. La détermination des égorgeurs de Daesh est forte. La nôtre doit l'être plus encore. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Kosowski. Monsieur le Premier ministre, à la suite d'un rapport non rendu public de l'Inspection générale des finances, votre prédécesseur Arnaud Montebourg avait notamment envisagé une déréglementation législative de certaines professions libérales. Sont concernés les notaires, les huissiers, les kinésithérapeutes, les architectes, les pharmaciens et encore bien d'autres. Si vous persévérez dans cette voie, vous allez commettre deux graves erreurs. Une erreur sur le fond, car en vous prenant à l'ensemble de ces professionnels, vous risquez de fragiliser l'emploi. Cette réforme concerne des secteurs salariant plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Alors que votre objectif affiché est de redonner du pouvoir d'achat aux Français, vous allez affaiblir ce gisement d'emploi et atteindre le contraire de l'objectif fixé. En vous en prenant notamment aux huissiers et aux notaires, vous allez aussi affaiblir le service public, car ces professions effectuent diverses tâches au nom de l'État, notamment en faveur du Trésor public ou de la justice, et ceci souvent de manière non rémunérée. Erreur aussi sur la forme. En laissant entendre que ces professionnels au service de nombreux Français vivraient de rente, vous les déconsidérez. Eux qui ne comptent pas les heures, qui investissent pour développer leur outil de travail, sont-ils perçus par vous-même comme des privilégiés? Enfin, en ayant, semble-t-il, recours aux ordonnances pour faire adopter cette déréglementation, votre gouvernement condamne toute concertation. Quant au débat parlementaire, il sera réduit à sa plus simple expression. Monsieur le Premier ministre, avant que prochainement ne résonne la voix des manifestants dans nos rues, il est encore temps d'entamer un dialogue avec les organisations et les chambres représentatives concernées. Ces dernières ne sont pas opposées à des évolutions, mais elles refusent le coup de force gouvernemental. Œuvrez au rassemblement de tous les Français plutôt que de les diviser. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les intentions du gouvernement en la matière? Il est temps de clarifier votre position et de répondre aux craintes exprimées. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Cachez votre admiration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, merci de m'offrir l'occasion de clarifier quelques éléments et je tenais à le faire devant vous ici aujourd'hui, puisqu'il y a en effet beaucoup de rumeurs et beaucoup de croyances sur ce sujet. Nous le voyons depuis le début de cette discussion, le principal problème de la France, c'est l'anémie. C'est le manque de croissance, c'est le manque d'activité, c'est le manque d'emploi. Notre obsession, notre devoir, c'est de traquer partout où elle est possible l'activité. Et l'activité n'est pas simplement à trouver chez les plus faibles ou dans la diminution des droits des plus faibles. Elle est un peu partout en France, partout où il existe des blocages au quotidien. Ma responsabilité, et c'est la feuille de route que le Président de la République et le Premier ministre m'ont donnée, c'est précisément de débloquer l'économie française par une série de réformes qui doivent la moderniser pour accroître l'activité. Il n'y a pas à ce sujet que les professions que vous avez mentionnées, il y a tout un tas d'autres sujets que nous évoquerons. Mais ce sujet, monsieur, ne doit pas se faire contre les uns ou contre les autres. Cette modernisation ne peut se faire, monsieur le député, que dans un esprit de dialogue et de concertation, et c'est celui que je mènerai. Aussi, dès la semaine prochaine, avec Christiane Taubira, nous allons recevoir les professions juridiques. Avec Marisol Touraine, nous recevrons les professions médicales. Nous écouterons les uns les autres. Mais écouter ne veut pas dire rester immobile. Notre devoir sera d'augmenter l'activité partout où nous pouvons le faire. Le débat, nous le mènerons avec l'esprit de mouvement, avec la volonté de réforme, parce que gagner l'activité, c'est notre devoir et ma responsabilité. Ce débat, il sera aussi conduit ici
puisque j'ai proposé au Premier ministre, qu'il a accepté, qu'il s'agisse bien d'un projet de loi et que le débat parlementaire sur chacun de ces sujets puisse être mené avec vous. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jacques Traval. Monsieur le Premier ministre, la rentrée est mouvementée. Pouvoir d'achat, fiscalité, chômage, licenciements sont hélas à l'ordre du jour. Ainsi, à Château-Thierry, le groupe GEA, plus de 20 000 salariés dans le monde, délocalise son segment Farm Technologie Acier vers le Pays-Bas. Et ce groupe a perçu du CICE. Ainsi, la pérennité du site de Château-Thierry, ses 300 employés est menacée. Votre ministre de l'économie est informé de cette situation. À ces inquiétudes récurrentes qui datent de plusieurs décennies s'ajoute la deuxième carte régionale avec le rapprochement Picardie-Nord-Pas-de-Calais. S'il satisfait la Somme et Amiens, il provoque dans une grande partie de l'Aisne colère et manifestations. Près de 2000 manifestants samedi à Château-Thierry, commerçants, artisans, agriculteurs, viticulteurs et de nombreux élus de tout le département. Historiquement, culturellement, économiquement, l'Aisne est attirée par Reims, la Marne et par le Champagne. Au XVIIe siècle, déjà, Jean de La Fontaine déclarait qu'il était un homme de Champagne. Si la carte idéale n'existe pas, nous pouvons l'améliorer. Certains de vos ministres ont déclaré que des modifications seraient possibles. Des solutions existent. Au-delà du droit d'option prévu, qui n'était qu'un leurre, permettons aux départements qui le souhaitent, comme l'Aisne, de pouvoir quitter dès maintenant leur région d'origine pour une nouvelle région plus cohérente. Pour cela, le groupe 2RDP souhaite prolonger la discussion au sein de notre Assemblée, pas seulement pour rechercher des majorités, mais pour mieux prendre en compte la vie quotidienne de nos habitants et redonner un avenir et de l'espoir à nos territoires, surtout ruraux. Monsieur le Premier ministre, y aura-t-il une deuxième lecture sur cette réforme et cette carte pourra-t-elle encore évoluer? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Kraval, merci infiniment pour cette question dont je rejoins d'ailleurs dans ma réponse beaucoup des préoccupations qu'elle exprime concernant la nécessité d'abord de faire en sorte que sur cette réforme territoriale, nous puissions, dans la concertation et le dialogue, faire en sorte que le texte qui sortira de nos assemblées soit meilleur que celui qui est entré par la dynamique de notre concertation. C'est cela la dynamique parlementaire, c'est cela le respect du Parlement, et que nous puissions le faire dans un contexte aussi qui permette de répondre aux deux questions que vous avez évoquées. La première question que vous avez évoquée, c'est celle du droit d'option. Mais je vous sais trop attaché à la réalité pour ne pas reconnaître que sur cette question nous avons progressé, puisqu'il sera désormais possible, sans passer par le référendum, dès lors que les collectivités locales concernées par le droit d'option dégagent une majorité des 3/5, de permettre aux collectivités locales de faire le choix que vous appelez de vos vœux. Et si d'ailleurs cette disposition avait existé pour ce qui concerne par exemple l'Alsace, le résultat de l'Alsace aurait été différent de celui qu'a donné le référendum sur la collectivité unique d'Alsace. Le deuxième sujet que vous évoquez est celui de la nécessité de poursuivre le débat. Mais vous savez que le gouvernement a toujours été, sur les textes qui concernent les collectivités territoriales, très attaché au débat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons regretté qu'une commission spéciale soit demandée par le Sénat, alors que la commission des lois du Sénat aurait tout à fait pu se saisir du texte. C'est la raison pour laquelle nous avons regretté une saisine du Conseil constitutionnel sur les insuffisances de l'étude d'impact, que le Conseil constitutionnel d'ailleurs n'a pas suivi dans son argumentation, et une procédure référendaire adoptée par le Sénat mais non adoptée par l'Assemblée nationale. Alors si on veut que le débat se poursuive, il faut qu'on le veuille ensemble. Et si nous souhaitons tous que la deuxième lecture ait lieu, il appartient à chacun de faire en sorte que les conditions politiques soient réunies pour que cette deuxième lecture se déroule dans de bonnes conditions. Merci. La parole est à Monsieur Dominique Bussereau. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite interroger le gouvernement sur l'avenir des collectivités territoriales et les dates des prochaines échéances électorales. Auparavant, Monsieur le Premier ministre, je voudrais simplement vous rappeler qu'avant même la haute autorité, dans d'autres temps de la République, le ministre du Budget était capable, en quelques minutes après la composition du gouvernement, de connaître la situation fiscale exacte de chaque ministre
d'y répondre sans attendre 9 jours, comme cela a été le cas. Je pourrais vous donner un exemple tiré de ma propre expérience au ministre du Budget et la manière dont les situations pouvaient se régulariser en quelques heures. Sur les échéances électorales, Monsieur Cazeneuve, Allez, on se calme. je parle des membres du gouvernement, Monsieur Vauzel. Vous pourriez parler également des comptes de campagne de Marseille. C'est un sujet que vous devez connaître. Allez. Les dates des élections calmes. Et leur contenu, les régions. Monsieur Cazeneuve, vous n'avez pas vraiment répondu sur le fait qu'il y aura une première et deuxième lecture. Est-ce lié au fait qu'il y ait ou pas un changement de majorité au Sénat? J'aimerais plus de précision de votre part. Sur les départements, nous sommes dans une grande difficulté. Nous ne savons pas quelles seront les compétences, nous ne savons pas l'accord politique que Monsieur le Premier ministre a passé avec le Parti radical de gauche sur les compétences des départements. Donc nous sommes incapables actuellement d'établir nos budgets, de savoir à quel moment nous devons faire nos débats d'orientation budgétaire, si nous devons faire ou pas des campagnes de communication et quels sont les comptes de campagne qui doivent être faits ou pas par les candidats à la candidature. Quant aux élections, il y a une tradition républicaine dans ce pays. On doit connaître 1 an à l'avance la date des élections. Il y a également une loi de 1990 qui l'exige. Vous nous avez fait voter un report en décembre, vous nous parlez maintenant de mars et de juin. Je vous demande donc solennellement, au nom également des élus locaux, quelle date prévoyez-vous pour les élections départementales dans notre pays? Quelle date prévoyez-vous pour les élections régionales? Et prévoyez-vous toujours de les faire ensemble, comme vous nous avez demandé de voter au mois de juillet, et semble-t-il, décision sur laquelle vous êtes revenu. Merci, Monsieur Bussereau. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Bussereau, vous reposez là beaucoup de questions que vous avez posées pendant le débat parlementaire et auxquelles, pendant le débat parlementaire, je me suis employé à répondre de façon extrêmement précise. À votre satisfaction, d'ailleurs, m'avez-vous dit, mais l'été étant passé par là, vous ne vous souvenez plus des réponses que je vous ai apportées, donc je le comprends bien, les reformuler. D'abord, pour ce qui concerne la philosophie globale de la réforme. La philosophie globale de la réforme, je la rappelle de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce sont des régions plus fortes, ce sont des intercommunalités plus fortes, ce sont des compétences mieux réparties, et c'est une administration déconcentrée de l'État qui monte en puissance. Et le tout pour éviter les ruptures territoriales, notamment avec le milieu rural. Alors la première question que vous me posez, c'est celle du calendrier électoral. Pour ce qui concerne le calendrier électoral, vous avez exprimé un certain nombre d'interrogations dans le débat, que nous avons prises d'ailleurs à notre compte, et ces interrogations portaient sur 2 sujets. Premier sujet, la nécessité de faire en sorte que la modification du calendrier électoral tienne compte du délai qui doit séparer le moment de l'adoption des textes dans leur cohérence du scrutin, c'est notre première préoccupation. La deuxième préoccupation, et vous la partagez avec nous, parce que vous êtes un républicain soucieux du droit, c'est la constitutionnalité des dispositions que nous arrêtons. Monsieur Darmanin, retrouvez votre sérénité. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il y ait des considérations d'intérêt général qui permettent de faire en sorte que le scrutin permette la participation démocratique la plus grande. Monsieur Bussereau, je veux vous rassurer, autour de ces 3 principes qui ont présidé à vos interventions, nous sommes d'accord, et c'est parce que nous voulons prendre en compte vos préoccupations dans le respect du droit que le Premier ministre aura sur ce sujet à s'exprimer devant l'Assemblée nationale pour vous donner satisfaction, ce qui devrait susciter vos remerciements, votre joie et votre plaisir. Enfin, pour ce qui concerne maintenant les conseils départementaux, c'est un sujet sur lequel nous prendrons les meilleures décisions pour éviter la rupture avec le monde. Allez, mes chers collègues, s'il vous plaît. Mes chers collègues, je vous propose d'écouter Madame Thérèse Guilbert et, s'il vous plaît, on va essayer d'avoir un peu de respect pour Madame Guilbert. C'est certainement sa dernière question au gouvernement ici et je vous demande de l'écouter en silence. Allez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, depuis des mois maintenant, le virus Ebola décime une partie de l'Afrique. Les populations sont terrorisées. Les hôpitaux et les centres de soins sont surchargés et le nombre de cas au Libéria, au Sierra Leone, en Guinée ne cesse d'augmenter. Chaque jour, les bénévoles, les personnels, des médecins du monde entier, des instituts tels que l'Institut Pasteur se battent contre ce virus
parfois au plus près des malades, pour les guérir et empêcher les contaminations. Et je souhaite ici saluer leur courage et leur détermination. Pourtant, la présidente de Médecins sans frontières l'a récemment déclaré, nous sommes en train de perdre la bataille contre ce virus. Les autorités sanitaires internationales estiment que la propagation du virus dans certaines zones d'Afrique est inéluctable. L'OMS a déclaré l'épidémie urgence de santé publique de portée internationale et a appelé la communauté internationale à agir. Près de 2300 personnes sont décédées et la moitié des contaminations ont eu lieu lors de ces 21 derniers jours. Dernièrement, le ministre de la Défense du Libéria a déclaré que son pays était menacé de disparition. Madame la ministre, la France a été parmi les premières puissances à se mobiliser pour lutter contre cette épidémie. Nous devons être au premier rang et apporter tout le soutien logistique nécessaire à la survie des populations d'Afrique de l'Ouest. Suite à l'appel de l'OMS, le gouvernement français a annoncé sa contribution budgétaire pour venir en aide aux pays contaminés. Parallèlement, vous avez annoncé l'envoi d'une aide logistique. Pouvez-vous nous dire, Madame la ministre, quels sont les moyens mis à disposition par la France pour lutter contre Ebola et accompagner les pays concernés? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs la députée, Madame la députée Thérèse Guilbert. Je voudrais commencer par vous rendre hommage et rendre hommage à votre travail puisque vous allez quitter cette Assemblée à l'occasion du retour de Monsieur Cuvillier. Et je vous remercie d'avoir réservé cette dernière question à la dramatique situation que connaissent les pays touchés par l'épidémie d'Ebola. C'est une épidémie massive, d'une gravité exceptionnelle, qui frappe en particulier 4 pays, vous les avez rappelés, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Mais d'ores et déjà, des cas ont été repérés également au Sénégal. Le bilan de cette épidémie s'accroît à une allure extrêmement rapide. Nous en sommes à plus de 2300 morts pour 4000 cas identifiés. Et la priorité absolue, Madame la députée, c'est d'intervenir fortement sur place pour contrôler le plus vite possible l'extension et la propagation de cette épidémie. La France est pleinement mobilisée. Une équipe de médecins est partie il y a quelques jours sur place pour évaluer la nature des besoins. Et notre pays enverra des équipes qui se relayeront tout au long des prochains mois et qui permettront de faire venir du matériel lorsque ce sera nécessaire. Ma collègue Annick Girardin va d'ailleurs se rendre sur place dans les prochains jours pour apporter le soutien du gouvernement français à ces équipes. À l'initiative de la France va se tenir lundi prochain un sommet européen extraordinaire pour mobiliser l'ensemble des États et coordonner les renforts qui doivent être envoyés. Vous le voyez, Madame la députée, la France est en première ligne et la France agira avec détermination pour contribuer à stopper l'épidémie d'Ebola. Merci. La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Monsieur le Président, chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Français souffrent. Ils souffrent de conditions de vie toujours plus dures sans que leur soit offerte la perspective d'un horizon meilleur. La réalité quotidienne de millions d'entre eux, c'est le chômage, le manque de logement, la reconversion pour des artisans, des commerçants qui ne peuvent plus poursuivre leur activité, des dirigeants de PME qui voient fondre leur carnet de commandes, toutes les formes de précarité qui se développent, sociales, professionnelles, énergétiques, sanitaires. Les seules réponses qu'ils entendent sont au mieux de la culpabilisation quand on les rend responsables de la dette, du coût du travail, qu'on les soupçonne aussi de ne pas chercher un emploi ou de faire grève quand ils défendent leur outil de travail. Les Français souffrent de l'entêtement des choix libéraux d'austérité, de la soumission à l'Europe, de réduction de la dépense publique et de cadeaux aux grands groupes financés par les populations, même les plus fragiles, ou les collectivités territoriales qui n'ont plus les moyens d'agir comme correctrices des inégalités. Pendant ce temps, les entreprises du CAC 40 engrangent 48 milliards d'euros de bénéfices et Veolia, par exemple, annonce 151 millions d'euros de dividendes en 6 mois,
Dans le même temps qu'il faut couler, il dit dans le même temps qu'il faut couler la SNCM et les 4000 emplois qu'elle génère à Marseille et en Corse au profit de sociétés low cost qui ne respectent ni le droit social, ni la sécurité, ni l'environnement. La France est un pays riche. C'est la 5e puissance économique mondiale. Elle occupe le 3e rang mondial pour la productivité. Ce dont elle souffre, c'est que jamais la richesse n'a été autant accaparée par quelques-uns. Monsieur le Premier ministre, forcez le verrou. Imposez, je vous prie, c'est de votre responsabilité, vous en avez les moyens, que la richesse soit mieux répartie dans notre pays pour créer les conditions d'un avenir meilleur, pas seulement pour le gouvernement, là n'est pas le plus important, mais pour les Français et pour la France. À quelques jours de la présentation de la loi de finances, comment comptez-vous agir en ce sens? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Gaby Charroux, oui, vous avez raison, la France est un grand pays. La France est la 5e puissance économique mondiale. La France a d'énormes capacités. Ses travailleurs, ses salariés, ses chercheurs, ses chefs d'entreprise sont prêts à se battre pour faire en sorte que les difficultés que nous traversons, que les difficultés, vous les avez décrites avec justesse, que traversent ceux qui sont les plus frappés par la crise, doivent pouvoir surmonter. Nous sommes un grand pays, nous avons des forces. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons confiance en nous. Mais si nous voulons réagir par rapport aux difficultés d'aujourd'hui, si nous voulons redonner un espoir à ceux qui n'ont pas de travail, à ceux qui, petits entrepreneurs, artisans, commerçants, sont au bord de la faillite, est-ce que ce serait par l'augmentation des dépenses publiques? Est-ce que ce serait par l'augmentation du déficit? Est-ce que ce serait par l'augmentation de la dette? Vous savez bien que non. Vous savez bien que cette solution-là n'en est pas. Elle peut l'être dans les paroles, elle ne l'est même pas dans votre esprit. Je le sais parce que vous êtes rigoureux, y compris dans la gestion des deniers publics. Comment devons-nous faire? En agissant. C'est ce que nous faisons pour redonner à tous, commerçants, artisans ou entreprises, des marges de manœuvre. La marge de manœuvre, ce n'est pas la même chose que le bénéfice, ce n'est pas la même chose que le dividende. La marge de manœuvre, c'est ce qui permet d'investir, ce qui permet d'embaucher, ce qui permet d'être à l'initiative pour justement apporter des réponses et des solutions à ceux qui ont le plus de difficultés. Non, monsieur le député, nous ne menons pas une politique d'austérité. D'autres pays, plus au sud, malheureusement pour leur population, subissent des politiques d'austérité. Quand aujourd'hui, nous voyons notre déficit plus élevé que celui que nous aurions souhaité, parce que la croissance est trop faible et parce que les recettes fiscales sont trop faibles, nous ne vous disons pas augmentons les impôts, nous ne vous disons pas comme d'autres baissons encore plus les dépenses publiques. Nous savons que ce ne serait pas la bonne réponse. Ça, ce serait la réponse de l'austérité. Non, nous disons tenons le cap de l'entreprise, le cap du travail, le cap du salariat, le cap de l'investissement, le cap des économies, c'est le cap du redressement de la France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bernard Reynès. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, même si je voudrais dire à Monsieur le ministre de l'Intérieur que sa réponse témoigne d'une grande désinvolture pour l'ensemble des députés. Monsieur le ministre, l'été 2014 s'est révélé désastreux pour les producteurs français et l'ensemble des acteurs de la filière, principalement à cause de l'embargo russe, dont les conséquences sont dramatiques. Monsieur le ministre, je vous ai alerté cet été, car depuis le début de la crise, dans ma seule circonscription, les volumes à l'export ont été divisés par 10. En Provence, 10 000 emplois sont menacés. Le préfet de région suit ce sujet avec beaucoup d'attention, mais cet embargo est particulièrement préoccupant dans le secteur des fruits et légumes, car le marché est envahi par des produits étrangers et la consommation est atone à cause d'une perte de pouvoir d'achat, et ce malgré des prix bas. Les seuls qui margent, c'est encore et toujours la grande distribution. Monsieur le ministre, nos agriculteurs n'ont pas à souffrir de la politique étrangère de la France, encore moins lorsque celle-ci est dictée par Bruxelles, car soyons honnêtes, la France n'est plus capable de s'affirmer auprès de la Commission européenne. L'Europe a débloqué 155 millions d'euros pour 2 milliards de pertes. C'est ridicule, 155 millions d'euros, et quelle part pour la France? La distribution des aides doit être basée sur les coûts de revient, sans quoi nous serons encore les plus maltraités, à cause des coûts horaires qui nous pénalisent en Europe. Devant une telle situation, l'État doit se substituer à l'Europe pour sauver son agriculture et l'ensemble de la filière. Vous devez agir à Bruxelles, Monsieur le Ministre, pour sauver notre agriculture. À moyen terme, il est temps de porter avec une volonté farouche le dossier de l'harmonisation des charges et des règlements en Europe. Or, la France n'est même pas citée dans le compte-rendu de la réunion des ministres européens de l'agriculture qui s'est tenue le 5 septembre. Quand allez-vous agir? Les producteurs français de toute la filière attendent beaucoup de votre mobilisation.
Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de Monsieur le Président, l'Agroalimentaire et de la Monsieur le Forêt. député, je vous ai reçu au ministère de l'Agriculture et j'ai parfaitement conscience des difficultés de la filière fruits et légumes. Mais il y a des choses qui, lorsqu'elles sont dites devant une assemblée, méritent quand même d'être précisées. Vous osez dire que je ne suis pas intervenu lors du sommet extraordinaire à Bruxelles des ministres de l'Agriculture, sommet que j'ai moi-même provoqué et demandé, sommet que j'ai préparé par un déplacement en Espagne, sommet que j'ai préparé par un déplacement en Allemagne pour rencontrer le ministre polonais et le ministre allemand. Vous ne pouvez pas en même temps faire des sujets comme ça et faire tenir des propos comme celui que vous venez de tenir. Je suis intervenu et la France est intervenue de manière très claire et pour débloquer les sommes que vous avez évoquées au niveau européen et pour mettre en œuvre l'ensemble des outils, à la fois sur le retrait, à la fois sur le soutien et la promotion pour les produits et les fruits et légumes en particulier, et aussi pour le soutien à l'exportation. Donc vous ne pouvez pas dire dans le même temps que nous ne n'agissons pas et que les contraintes internationales ne seraient pas des contraintes sur lesquelles nous sommes obligés, nous, aujourd'hui, l'Ukraine, l'Irak et ailleurs, d'avoir des réactions et d'agir. On ne peut pas dire les deux de manière différente. Nous avons agi et nous allons continuer à agir. Et j'ai demandé, lors d'une réunion avec l'ensemble des professionnels, et en particulier sur la filière fruits et légumes, une réunion de France Agrimaire, justement pour évaluer à chaque fois et mobiliser les moyens qui sont à notre disposition, et c'est des moyens européens. Nous avons mobilisé aujourd'hui 200 millions d'euros à l'échelle européenne. Nous n'avons pas encore touché au fonds de gestion de crise, et c'est un fonds qui contient 400 millions d'euros. Donc chacun doit être appelé à sa responsabilité. Et dans cette crise, sur la question de l'embargo russe, comme sur d'autres sujets, chacun doit bien comprendre qu'à force d'annoncer le pire, on fait en sorte que le pire arrive. Eh bien, ma responsabilité et celle de tous ceux qui s'engagent, c'est de faire en sorte que le pire n'arrive pas. Merci. La parole est à Madame Marie-Françoise Clergeau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. La presse s'est fait l'écho d'une prétendue réduction du budget du fonds dédié au financement des crèches, mettant en doute la volonté du gouvernement de tenir ses objectifs. Le gouvernement a signé en juillet dernier une convention d'objectifs et gestion, la COGE, très ambitieuse avec la Caisse nationale des allocations familiales. L'objectif est de créer 275 000 solutions d'accueil supplémentaires pour les enfants de moins de 3 ans d'ici 2017. On n'en peut que s'en féliciter. D'autant que la COGE donne des moyens à cette ambition avec près de 5 milliards d'euros. De plus, ce fonds augmente au rythme très soutenu de 7,5% par an, ce qui est un bel effort dans le contexte budgétaire actuel. Car la création de places d'accueil est une priorité de politique familiale, mais aussi de politique de l'emploi et d'égalité entre les femmes et les hommes. Offrir des modes de garde, c'est permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. En 2013, le gouvernement a réussi, s'agissant de l'école, à inverser la tendance à l'œuvre depuis 10 ans. C'est ainsi qu'à la rentrée, le nombre d'enfants de moins de 3 ans scolarisés repart à la hausse et je m'en réjouis. De plus, d'après les premières informations, nous aurions créé environ 11 000 solutions d'accueil supplémentaires dans les crèches, ce qui est cependant inférieur à l'objectif qui était de 21 000 places. Ce n'est pas une surprise pour une année d'élections municipales et de mise en œuvre de la nouvelle COGE. Avec en plus la crise économique, moins de décisions d'investissement ont été prises. L'ensemble des crédits de la CNAF, qui étaient pourtant disponibles, n'ont pas été consommés. Le problème relèverait donc moins des crédits de la CNAF que de notre capacité collective à prendre des décisions d'investissement. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser la réalité de ces chiffres et nous confirmer votre détermination pour tenir vos engagements? Merci. Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Merci Madame la députée Marie-Françoise Clergeau. Merci de cette question qui me permet tout à la fois de réaffirmer l'ambition du gouvernement de créer 100 000 places pour jeunes enfants en accueil collectif avant 2017. Ensuite, de contribuer à favoriser l'activité professionnelle des femmes en leur garantissant des modes d'accueil sereins. Et enfin, de revenir sur ces chiffres qui effectivement ont circulé. Je tiens à le dire clairement, nous ne diminuons pas les budgets consacrés à l'accueil de la petite enfance. Ces budgets sont élevés. Le Fonds national d'action sociale de la CNAF est de 4 920 000 euros.
Mais il se trouve qu'en 2013, comme d'ailleurs les années précédentes, tous les crédits n'ont pas été consommés. Et donc, comme ces crédits augmentent tous les ans de 7,5%, l'année prochaine, ils n'augmenteront pas sur la base de 4 920 000 mais sur la base de 4 920 000 moins 244 millions, les crédits non consommés, c'est-à-dire que nous partons de la non-consommation des crédits pour générer une augmentation. Et en 2017, c'est 1,7 milliard d'euros supplémentaires qui seront venus abonder ce fonds d'action sociale et qui permettra l'ouverture de ces 100 000 places de crèche. Aucune place de crèche, ni en projet actuellement, ni ouverte, ni même qui ne serait pas encore en projet, ne sera affectée par ce qu'on appelle ce rebasage, pour prendre le mot des techniciens. Enfin, je voulais dire une autre chose, c'est que cette non-consommation des crédits nous interpelle. Il faut comprendre pourquoi, alors qu'il y a à la fois les besoins, les familles les expriment, les moyens donnés, les places de crèche n'ouvrent pas. C'est le travail qui a été commandé au Haut Conseil à la famille, car il est compétent et qui nous remettra dans une dizaine de jours ses conclusions et aussi ses recommandations. Et réaliser les objectifs de la Convention d'objectifs qui nous lie à la CNAF, ouvrir 100 000 places de crèche est une des priorités de notre ministère. Je vous remercie. Merci madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.